Bonjour à tous. Je me présente, Nadia Orbello, directrice Relations avec les membres et partenariats Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire d'experts présenté par Admaré Bio-Innovation, intitulé « Démarrer une entreprise de biotechnologie au Québec, succès et défis ». Le webinaire d'aujourd'hui sera l'occasion d'en apprendre plus sur le parcours menant à la création de nouvelles entreprises de biotechnologie. Le Québec est-il un endroit propice au démarrage de nouvelles entreprises de biotechnologie? Quels sont ses avantages et ses défis? On vous invite à poser vos questions dans l'onglet Q&A tout au long du webinaire, puisqu'une période de questions suivra la discussion. Pour commencer, je vous prie d'accueillir l'animatrice de ce webinaire, Madame Tasha Kierden. Nommée l'une des 100 femmes les plus puissantes du Canada pour son travail dans le domaine des médias et des communications par le Women's Executive Network, Tasha est directrice de Navigator Limited, une société canadienne de conseil stratégique et de communication à enjeux élevés. Tasha est avocate, stratège, leader d'opinion, femme d'affaires, communicatrice et chroniqueuse politique. Bon matin, Tasha, c'est à vous. Merci beaucoup, Nadia. Ça me fait grand plaisir d'être ici et grand plaisir de me joindre à ce séminaire de Admaré. Le premier que je fais pour Admaré, mais pas le premier dans le domaine de la biotech. C'est un sujet passionnant et qui je touche de façon professionnelle, mais aussi personnelle, d'intérêt depuis très longtemps dans mon domaine de recherche de politique publique. J'ai grand honneur aujourd'hui d'animer un panel qui va discuter de ses succès, de ces défis et vous donner des conseils nécessaires pour ceux d'entre vous qui seraient peut-être intéressés aussi à entrer dans ce domaine ou faire votre propre start-up de biotech. Alors, sans tarder, je vais introduire le panel. Mounia Azi, vice-président développement corporatif chez Admaré Bio-Innovation. Bonjour, Mounia. Bonjour. Terence Bois, cofondateur de Valence Discovery, qui fait recherche en intelligence artificielle pour accélérer la découverte des médicaments. Bonjour, Terence. Bonjour. Véronique Bougie, chef des opérations chez Sematerra, vétéran d'ailleurs de 4 startups, je comprends, mais qui travaille présentement sur une molécule pour traiter la dégénérescence maculaire. Très important. Bonjour, Véronique. Bonjour. Et finalement, David Cotner-White, qui est cofondateur de Modularité, qui travaille sur un traitement CAR-T pour le cancer. Et j'ai eu l'honneur de déjà animer un panel avec toi, David. J'ai hâte de voir votre progrès depuis ce temps-là. Bienvenue. Merci beaucoup, Tasha. Alors, pour notre auditoire, comme on a dit tantôt, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans la fonction Q&A, pas le chat, Q&A. Et on va avoir une période de questions formelles à la fin, mais potentiellement, si les questions surviennent pendant le panel, je vais les prendre à fur et à mesure aussi pour nos invités. Mais on va commencer à faire un tour de table pour décrire un peu les parcours, je pense, et les défis courants de vos entreprises, présenter le projet sur lequel vous travaillez ou dans le cas de Mounia, effectivement, on va commencer avec vous, Mounia, les défis d'Admaré, ce que vous travaillez avec les startups dans le domaine de biotech. Certainement, merci Tasha. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse de participer à cette table ronde et de me faire connaître notre organisation. Donc, chez Admaré, je dirige une équipe qui est vraiment au cœur de la réalisation de sa mission, c'est-à-dire développer l'industrie canadienne des sciences de la vie en établissant des partenariats et en accompagnant, que ce soit financièrement ou humainement, les meilleures innovations au pays qui proviennent des chercheurs académiques et des nouvelles entreprises. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Admaré, c'est une organisation relativement jeune dans l'écosystème, mais qui a géré et mené, qui est gérée et menée par une équipe qui est très expérimentée, qui est multidisciplinaire, qui a travaillé, qui a fait ses preuves dans l'industrie. Donc, notre objectif est de bâtir un écosystème fort en sciences de la vie au Canada, d'un océan à l'autre, d'où notre nom Admaré. Alors, on se concentre, comme vous l'avez vu dans la vidéo, sur 3 principales activités: développer des entreprises, développer des écosystèmes et développer les talents. Alors, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour soutenir nos jeunes pousses, qui est le sujet principal de ce panel? Au niveau de notre volet développer des entreprises, on fournit du capital à la fois
à travers de l'investissement direct, mais aussi des collaborations de recherche. On soutient les chercheurs académiques et les jeunes entrepreneurs dans le développement de leur technologie pour obtenir des résultats qui sont clés, qui sont importants pour former la base de la création d'une nouvelle start-up. Donc, pour chaque collaboration, on met à la disposition des chercheurs et des entrepreneurs toute une équipe multidisciplinaire, nos équipes scientifiques. On parle là d'une 50aine de scientifiques qui ont une expérience industrielle en développement de médicaments, mais aussi nos experts en commercialisation, en investissement, en propriété intellectuelle, en communication, etc. Donc, ça, c'est au niveau vraiment du volet développé des compagnies. Au niveau de notre volet développer l'écosystème, on met à la disposition des PME des espaces de laboratoire de pointe et de bureaux dans nos centres d'innovation à Montréal, dans le Technoparc Saint-Laurent et à Vancouver, sur le campus de UBC. On héberge actuellement une trentaine de petites et moyennes entreprises en biotechnologie et elles bénéficient toutes d'un réseau d'animation, de forums de discussion, d'interaction, de lunch and learn. Vous pouvez imaginer tout ce qui peut se passer dans ce genre d'incubateur. Et au niveau du troisième volet de notre mission, qui est de développer les talents, on a 2 programmes phares dans notre Académie Admaré. Le programme pour cadres supérieurs, qui est un genre de mini MBA sur 10 mois dédié à former les leaders de notre industrie. C'est un programme très sélectif et compétitif où on ne prend pas plus de 20 candidats par cohorte et on se met comme contrainte d'avoir toujours une parité homme-femme. On entame tout juste la 5e cohorte de ce programme et on était très chanceux d'avoir Véronique, par exemple, qui était, je pense, dans la 2e cohorte, il me semble. Et notre 2e programme phare, c'est le Bioinnovation Scientist Program, qui est vraiment dédié à donner à nos jeunes scientifiques, qu'ils soient postdocs ou jeunes chercheurs, les outils pour appliquer leurs connaissances scientifiques dans un contexte industriel et commercial. Donc, encore dans le but de former les entrepreneurs de demain. Donc, je terminerai juste en disant qu'au sein d'une même organisation, ce qu'on a tenté de rassembler, c'est tous les outils nécessaires au développement des entreprises en sciences de la vie et on travaille vraiment constamment pour s'assurer que ces entreprises créées au Canada restent et se développent au Canada. Donc, c'est ça notre défi de tous les jours. Parfait, merci Mounia. Je connais un de ces entrepreneurs, Terence Bois. Terence, pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire le projet principal sur lequel vous travaillez et l'état de vos recherches? Oui, merci Tasha. Donc, Valence a été fondée en 2018, vraiment basée sur la prémisse que on pouvait utiliser les données générées très tôt dans le processus de découverte pour bâtir des modèles, des algorithmes, pour rendre le processus de découverte beaucoup plus euh, efficace, dans le sens que enlever le biais humain des chimistes, des biologistes qui travaillent sur leur programme de découverte de médicaments. Donc, en ce moment, on est rendu maintenant bientôt à la 4e année, bientôt 5 ans. Les 2 premières années ont été vraiment concentrées sur développer ces nouvelles classes d'algorithmes. Parce que je pense que ce que le grand public connaît, c'est que dès qu'on entend parler de AI, on comprend, on pense à big data. On a besoin de beaucoup de données. Mais souvent, quand on commence un nouveau programme, c'est pas toujours le cas. Et donc, il a fallu développer des nouvelles technologies qui étaient adaptées à l'environnement des données, la réalité des données quand on commence un nouveau programme de découverte des médicaments. Et donc, c'est ce qu'on a fait durant les 2 premières années au MILA. En début 2021, on est sorti de Stealth, puis c'est une nouvelle brand, Valence Discovery. On s'appelait InVivo AI dans le temps. Puis on a commencé à déployer nos technologies dans de nombreux pharmaceutiques, biotech. Tout récemment, on a soulevé notre 2e ronde de financement pour vraiment, dans le fond, financer le nouveau chapitre de Valence, qui est d'utiliser les technologies qu'on a validées à travers différentes collaborations et commencer à développer nos propres médicaments. Donc c'est une nouvelle phase pour nous, assez excitant. On vient d'ouvrir nos bureaux à Boston, puis on est en train de travailler sur nos premiers programmes. Donc, très excitant. Félicitations. Et on passe maintenant à Véronique. Véronique, décrivez-nous l'état des recherches de Cematerra. Oui, en fait, Cematerra est né à la fin 2016, début 2017, d'une invention qui a été créée par un chercheur
qui est installé au centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le professeur Mike Sapia, qui est un expert en ophtalmologie. Donc, c'est un composé qui traite, dans le fond, les patients qui sont laissés pour compte, qui sont atteints de rétinopathie diabétique. En fait, 40% de ces patients-là ne répondent pas aux traitements qui sont disponibles en ce moment sur le marché. Donc, sont vraiment, ils se retrouvent devant une absence de solutions, puis ils peuvent, dans le fond, éventuellement évoluer jusqu'à la perte de la vue. Donc, le professeur Sepia, son équipe ont développé un nouveau composé qui est très prometteur. Puis, grâce à un investissement d'un fonds de capital de risque qui s'appelle Amorchem, qui a pour mandat d'investir très tôt dans le processus, Cematera est né. Puis, depuis ce moment-là, on poursuit le développement de la molécule en partenariat avec une grande compagnie avec laquelle on a signé l'an dernier, qui est Roche. Puis, c'est ça, on est super excités des résultats. On a atteint des jalons récemment, donc on est très enthousiaste. La prochaine étape va être éventuellement de se rendre chez le patient pour la première phase clinique. Félicitations aussi. OK, merci. On va passer maintenant à David Cotner-White. David, décrivez-nous l'état des choses chez Modularité. Oui, merci Tasha. Alors, Modularité, c'est une start-up montréalaise fondée en 2020. Alors, on développe une plateforme qui nous permet de reprogrammer les cellules du corps pour la thérapie cellulaire. Alors, ça, c'est basé sur une technologie qui a été développée à l'Université de Montréal par le professeur Étienne Gagnon, notre cofondateur scientifique, et qui nous permet de construire des récepteurs modulaires qu'on appelle des MARC pour Modular Actuation Receptor Complex. Alors, les récepteurs, ils créent un peu l'interface que les cellules utilisent pour décoder et intégrer les signaux de leur environnement. Donc, c'est des protéines qui sont exprimées à la surface des cellules et qui sont capables de reconnaître les différentes conditions de leur environnement pour savoir si l'environnement est sain, malsain. Donc, en reprogrammant l'interface des cellules, on peut rediriger une cellule immunitaire pour reconnaître sélectivement les cellules cancéreuses et diriger une attaque du système immunitaire contre la tumeur. Donc, ça, c'est une des applications qu'on a de notre technologie. Mais en même temps, on pourrait reprogrammer les cellules pour reconnaître d'autres tissus néfastes. Par exemple, les cellules auto-immunes, donc les cellules qui dirigent une réaction auto-immunitaire, comme dans le cas du lupus ou de la sclérose en plaques. On est capable de rediriger les cellules pour qu'on soit capable d'éliminer ces cellules autoréactives-là. Donc, ça, c'est ce que nous permet notre technologie. En ce moment, comme je dis, on a un focus sur l'oncologie, où est-ce qu'on développe un produit qui cible les cellules des lymphomes. Nous sommes établis dans un nouvel incubateur au BioHub de Concordia. C'est ça. Alors, on est depuis 2 ans maintenant à développer ça. On obtient une très belle preuve de concept de la supériorité de notre technologie par rapport à, comme vous l'avez dit, les standards qu'on appelle les CAR-T. Alors, ça, c'est un type de thérapie cellulaire qui est très novateur, mais qui a un problème d'efficacité et de coût pour le système de santé. Donc, avec notre nouvelle plateforme, on est capable de développer un traitement qui est 2 fois plus efficace, mais qui est seulement une fraction du prix à développer. Merci, c'est incroyablement impressionnant. Tous vos projets sont tellement impressionnants et clairement une inspiration vous est venue à un moment donné, non seulement pour poursuivre ces recherches ou ces domaines particuliers, mais aussi pour fonder une entreprise qui est
un effort en soi. Véronique, je veux commencer avec vous sur cette question-là parce que je sais que vous avez fondé 4 startups, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a inspiré à non seulement aller dans le domaine des sciences de la vie, mais de fonder des compagnies pour poursuivre ces recherches? En fait, mon parcours est un peu différent de celui de Terence et de David, en ce sens que ces inventions-là, ce n'est pas moi qui les ai créées, c'est moi qui en ai été témoin. J'ai été appelée à les accompagner. En fait, si on recule un peu dans mon parcours, avant de plonger dans l'aventure de l'entrepreneuriat, j'ai passé plusieurs années à faire ce qu'on appelle le transfert technologique, c'est-à-dire accompagner les chercheurs qui font des découvertes dans les universités. On sait que le mandat d'un chercheur n'est pas forcément de pousser ensuite le développement de cette technologie vers un produit puis l'amener à sa commercialisation. Donc, les bureaux de transfert ont ce rôle-là d'accompagner les chercheurs. Puis, pendant plusieurs années, dans le fond, mon rôle était d'identifier les meilleures de ces inventions-là, puis de les amener vers le processus du développement, c'est-à-dire soit via une licence, un partenariat avec une compagnie déjà établie ou le démarrage d'entreprise. Puis après quelques années, j'étais tannée de voir les meilleures idées partir. Je m'attachais, j'avais goût de continuer de voir le développement, de participer aux prochaines étapes. Donc, j'ai carrément fait le saut. Grâce à Morchem qui m'a offert cette opportunité-là. Morchem, comme je le disais, c'est un fonds qui se spécialise justement dans les premières étapes risquées à la manière d'Admaré, d'investir très tôt dans le processus pour donner une chance à ces technologies-là de voir le jour. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en biotech, étant donné la nature, sciences de la vie, c'est très risqué. Donc, il faut s'attendre aussi à ce que comme je le disais, par la nature de la science, que certains projets, finalement, ne verront pas le jour. Donc, à cause de la science, il y a des détails plus tard où on va s'apercevoir que finalement, c'est pas mûr ou c'était pas exactement le bon chemin. Donc, il faut être très persévérant, il faut être très motivé, bien entouré. Puis c'est le défi que j'avais envie de relever. C'est pas intéressant. Et vous avez mentionné le risque, Terence, en lançant votre propre entreprise. Comment est-ce que vous avez, je ne sais pas, surmonté la crainte du risque? Parce que c'est quelque chose qui, naturellement, dans tout être humain, on peut réussir. Et une entreprise en soi, c'est un risque. Oui, je pense au début, on était un peu quentin. On ne réalisait pas dans ce qu'on s'apprêtait de faire. J'ai eu la chance de pouvoir débuter Valence en parallèle de mon doc. Donc, je travaillais beaucoup, je faisais le doc durant la journée puis l'entreprise durant le soir. Donc, d'une certaine façon, ça a pu dérisquer l'entreprise. Puis très vite, avec les preuves de concept qu'on a pu mettre en place avec certains de nos cofondateurs au tout début, et les relations qu'on avait dans le secteur du capital de risque a vraiment permis de dérisquer un peu l'idée d'entreprise qu'on était en train de travailler. J'ai eu la chance de faire partie d'un fonds de capital de risque géré par des étudiants qui s'appelle Frencho Venture, où est-ce que moi et mon futur cofondateur, on était les seuls étudiants au doctorat en sciences de la vie. Et donc, on s'est retrouvés à travailler ensemble à travers Frencho pendant 1 an et demi. Donc, on savait qu'on travaillait bien ensemble. Et très vite, après avoir supporté plusieurs entrepreneurs, on s'est dit, pourquoi pas essayer de résoudre un problème dans le monde puis essayer de bâtir un projet d'entreprise. Donc, tout ça a un peu catalysé, un peu sans vraiment qu'on le cherche, un peu l'entreprise. Et donc, ça nous a vraiment permis de un peu naïvement commencer Valence. Puis je pense qu'aujourd'hui, on est très content que c'est arrivé. C'est pas toujours facile, comme Véronique le disait. On a la chance d'être bien entouré, mais oui, c'est sûr qu'il y a un niveau de risque à se lancer. Oui, et un niveau de récompense aussi. David, comment tu décrirais ces enjeux-là en débutant votre propre entreprise?
la balance de risque et de récompense, comment est-ce que ça a figuré dans votre décision de lancer Modularité? Modularité a été lancée un drôle de moment. C'était le début de la pandémie, vraiment, que j'ai commencé à travailler sur l'idée, même avant l'incorporation. Alors, j'étais à la maison avec mes 3 enfants qui couraient partout. Donc, à ce moment-là, je crois que notre perception du risque était un petit peu faussée. Donc, peut-être que ça m'a aidé à partir l'entreprise. Mais c'est... Alors, on passe à travers plusieurs étapes. Premier risque, est-ce qu'on va obtenir l'équipe, la licence qu'on a besoin? Est-ce qu'on va obtenir ensuite l'argent? Et finalement, quand on rentre vraiment dans le vif de l'entreprise, est-ce qu'on va être capable d'obtenir les preuves de concept qu'on a besoin? Donc oui, ce sont tous des risques que j'ai appris à gérer tranquillement, mais je me suis fait par d'autres, des conseillers, des mentors. Ils m'ont un peu rassuré en me disant, David, en biotechnologie, la norme, c'est l'échec. 9 fois sur 10, ça ne va pas fonctionner. Donc, on doit apprendre à vivre, on décolle, sachant qu'on n'a pas assez de carburant dans l'avion et qu'on va devoir être capable de se remplir en plein vol. Et ça se peut qu'on ne trouve pas de carburant pour remplir et on doit tout simplement accepter que peut-être on va devoir, disons, faire un amérissage. Donc, je réponds de manière un petit peu philosophique ici, mais parce que je parle à ceux qui voudraient partir une entreprise, l'échec est possible, c'est une option. On doit juste donner tout ce qu'on a, se dédier au projet, avoir de la passion et faire de notre mieux. C'est tout ce que je peux dire parce que même moi, je n'ai pas le contrôle sur cette technologie-là. Peut-être qu'elle va être meilleure que qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Peut-être qu'à la fin, non. Peut-être qu'on va se faire battre par une nouvelle technologie émergente. Mais je suis rentré là-dedans parce que j'ai été impliqué dans plusieurs projets de partenariats public-privé de recherche translationnelle qui n'ont pas décollé parce que le milieu académique n'est pas toujours le meilleur endroit pour faire cette recherche-là. Et je me suis dit, non, je ne veux pas voir un autre bon projet mourir, donc je me suis lancé dans Modularité. Et ma passion, c'est de l'amener jusqu'à savoir est-ce que c'est vraiment le trésor que je crois que c'est. Et je vais tout donner pour l'amener jusqu'à découvrir cette réponse. Et le risque, c'est que ça ne marche pas, mais c'est la norme. C'est sûr, le risque, c'est quelque chose qu'on doit tous prendre en ligne de compte, mais vous avez soulevé un point intéressant, la différence entre le milieu académique et le milieu de l'entrepreneuriat et du travail essentiellement dans le domaine. Alors, Mounia, vous conseillez les entrepreneurs potentiels, les pousses, comme vous avez dit, qui sont issus du milieu académique surtout. Comment est-ce que vous leur conseillez quand ils cherchent leur début dans le secteur entrepreneurial pour faire cette transition essentiellement du milieu de recherche et d'académie au milieu des affaires? Oui, certainement. C'est très rafraîchissant, en tout cas, d'entendre la passion, le dynamisme de nos jeunes entrepreneurs. C'est vraiment ça, je pense, la base et tout part de là, en fait, de cette passion d'y croire, de se donner corps et âme. Et effectivement, les risques qui sont grands, comme tu le disais, David, c'est énorme. Mais il faut se lancer, il faut y croire, il faut, je pense, quelque part, ce qu'on a entendu beaucoup, bien s'entourer. Et ça, c'est très, très, très important. S'entourer, c'est s'entourer pour réussir, s'entourer, être bien en compagnie, avoir le bon support au bon moment. On n'a pas besoin du même support quand on est très, très jeune, en démarrage, quand on est encore dans l'académie, quand on est encore dans le milieu universitaire, où là, on a besoin d'abord de résultats de qualité et assez mûrs pour passer à travers les obstacles de la commercialisation. Ça, c'est vraiment le focus. Et quand on est encore dans l'académique, avant d'arriver en fait dans le
dans le monde un petit peu plus de l'industrie. On sait qu'il y a d'excellents projets en biotech et de la recherche de haute qualité au Québec et je pense qu'il faut vraiment, vraiment capitaliser là-dessus. Je pense aussi, ce qui a été mentionné, et c'est un des conseils, c'est qu'il faut vraiment développer le plus possible et le plus rapidement possible son réseau, tant au niveau en faire des investisseurs que des gens de l'industrie. Et il faut être ouvert au feedback et aller le chercher. On a beaucoup de programmes au Québec et partout au Canada, les programmes accélérateurs et incubateurs. Les jeunes startups, elles sont en contact avec certains investisseurs. Il y a toujours moyen, je pense, avant d'entamer une ronde de financement formellement, d'approcher les gens de notre réseau pour qu'ils nous donnent ce qu'on appelle du friendly feedback, que ce soit sur notre pitch, sur notre stratégie d'affaires, etc. Donc, quand c'est bien cadré et que l'entrepreneur ne s'attend pas à avoir un chèque à la fin du meeting, parce que c'est pas ça le but de ces rencontres de préparation, ça peut être vraiment très formateur et instructif. Et je dirais aussi aux jeunes entrepreneurs de sortir rapidement aussi du milieu universitaire, d'aller assez vite dans un contexte un peu plus comme des incubateurs, du centre d'innovation par exemple à Admaré, où on a plusieurs entreprises qui se côtoient. Donc on voit beaucoup d'interactions entre les petites entreprises plus jeunes qui démarrent et celles plus grandes, bien implantées, qui sont passées à travers la vie, à travers des rondes de financement, etc. Et là, les plus jeunes peuvent apprendre des plus matures et inversement d'ailleurs, hein, ce qui crée vraiment un environnement très collaboratif. Donc voilà, ce serait un peu les conseils que je donnerais globalement à ces jeunes entreprises. J'aimerais partir de cette discussion, partir d'une discussion maintenant aussi sur exactement ça, c'est la pratique, les choses plus pratiques et terre à terre, c'est-à-dire quelles sont les organisations, soit des organisations peut-être extérieures ou sociétés de valorisation, de propriété intellectuelle, les accélérateurs, etc., qui vous ont aidé pour le bien ou le mal. Est-ce que ça fonctionne toujours bien, ces organisations? Et Terrence, je vais commencer avec vous. Si vous pouvez discuter peut-être spécifiquement de où vous êtes allé pour des soutiens et comment ça s'est déroulé. Oui, donc à nos débuts, comme je disais plus tôt, moi puis mon cofondateur Daniel, on faisait partie de French Venture. Donc, ça a été vraiment notre première source de support pour mieux comprendre, dans le fond, l'environnement d'investissement. Oui, on déployait du capital dans de nombreuses entreprises parties par des étudiants, mais être de l'autre bord de la médaille est pas toujours, c'est pas toujours aussi simple à naviguer. Donc, on avait la chance d'avoir un réseau d'investisseurs locaux en tech qui nous connaissaient. Donc, on faisait, comme Mounia disait, des soft pitch à droite puis à gauche. Puis éventuellement, un de ces fonds-là, Real Venture, a décidé de nous supporter. Donc, ils nous ont donné accès à leur accélérateur qui s'appelle Founder Fuel. Donc, on a fait ce programme-là, puis c'est vraiment là qu'on a pu élargir notre réseau de support et valider un peu faire une première preuve de concept sur Valence, puis vraiment commencer à mieux définir un peu la vision, le go-to-market strategy, puis dans notre cas, le plan de R&D pour amener la technologie à un point où est-ce qu'on pouvait vraiment créer et amener de la valeur en découverte de médicaments. David, est-ce que ça marche bien selon toi, l'univers d'incubateurs et de sociétés de valorisation? Et est-ce qu'il y en a spécifiquement que vous avez remarqué pendant votre cheminement? Je crois que l'univers de valorisation en ce moment au Québec est en transformation. Et il y a définitivement des growing pains. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Donc, on démarre la compagnie après l'application pour un brevet sur notre technologie. Et donc, on démarre la compagnie pour avoir une entité, pour obtenir une licence de l'université. Je crois, passe près de 6 mois en négociation avec l'université, ce qui est quand même plus long que qu'est-ce qu'on aimerait observer dans un écosystème mature de biotechnologie.
Et pour ensuite se faire dire, d'accord, bien pour la licence selon le term sheet, dans quel laboratoire de l'université allez-vous incuber? Elle dit, ben, pardon, non, on a un incubateur à Concordia, on a déjà signé ça, tout a déjà été rapporté. Elle dit, ah, désolé, on ne peut pas vous octroyer cette licence sans que vous ayez votre incubation à l'université. Donc, 6 mois mis à la poubelle là. Donc, on doit tout recommencer. Finalement, la technologie rétrocédée. Donc, des fois, on croit que tout le monde est aligné et qu'on veut accélérer ce transfert de technologie-là. Mais ce n'est pas joué d'avance. Donc, un conseil que je donnerais à n'importe qui pense à partir d'une start-up, sortir de l'université, ayez des discussions dès le début de savoir quelles vont être les conditions. Parce que avant d'aller voir du capital à risque ou des investisseurs, vous allez avoir besoin d'une preuve que vous avez accès à la technologie, vous avez besoin d'une équipe de cofondateurs. Soyez sûr que tout le monde est aligné, que tout le monde est d'accord avec le plan. Et ça, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec la technologie, où est-ce que vous allez l'exploiter, quelle va être la participation des différents cofondateurs. Donc, ça, c'est toutes des discussions que vous devez avoir d'avant et que nous, on a appris un petit peu à la dure. Mais que maintenant, je peux vous donner ce conseil-là pour ne pas perdre des mois dans des négociations infructueuses. Un bon conseil, certainement. Véronique, est-ce que c'est une expérience que vous avez vécue aussi ou est-ce que c'était plus smooth dans le sens de ces interactions avec de divers niveaux d'accélérateurs? Ben, mon cas, encore une fois, est probablement différent parce que j'ai déjà évolué dans ce milieu-là. Donc, c'est plus facile probablement pour moi parce que je connaissais tous les détails de la mécanique. Là. Donc, non, dans mon cas, j'ai pas eu de difficultés majeures. Non, pas du tout. OK. J'aimerais rester avec toi d'ailleurs parce que j'aimerais parler de difficultés, pas nécessairement de ce que vous avez mentionné avec les réseaux, mais les difficultés que vous avez eues particulièrement dans le démarrage de vos entreprises ou dans leur évolution et comment vous avez surmonté. Et Véronique, je sais que vous aviez une anecdote assez pointue hyper et humain sur un défi que vous avez rencontré très tôt dans le démarrage de votre dernière entreprise et j'aimerais que vous le partagiez avec ça. Je vais ensuite parler avec vos collègues ici. Oui, en fait, c'est arrivé à un moment charnière de la compagnie. On avait développé une belle preuve de concept. On était prêt à passer aux prochaines étapes. Puis, on était en train de terminer la négociation de notre partenariat avec Roche. Puis, juste au moment où on venait de signer, en fait, cette entente-là avec Roche, notre senior scientist, en fait, un des inventeurs de la technologie est décédé d'une crise cardiaque. Donc, vraiment pas quelque chose auquel on s'attendait. Puis, c'était vraiment un élément clé dans notre équipe parce qu'il avait déjà passé à travers le développement de d'autres médicaments auparavant. Donc, évidemment, on a vécu une grande période de stress. Est-ce que ça va remettre en question notre partenariat avec Roche? Est-ce que on va être en mesure de le remplacer parce que Normand était honnêtement irremplaçable. Donc, ça a été vraiment une période intense où on a dû se lever les manches puis se battre. Donc, garder le cap, rester focus. Puis, en fait, tout le monde est au courant là, de la pénurie en main-d'œuvre. C'est arrivé relativement récemment. Donc, on a eu quand même rajouté au fait qu'on a perdu un élément clé de notre équipe à devoir se battre aussi dans notre écosystème, en ce sens que à Montréal, il y a d'autres compagnies qui ont levé des gros financements en biotech. Donc, nous, on était petits. On avait quand même des ressources financières, mais rien à comparer des grosses qui ont levé des gros fonds. Donc, pour recruter des personnes seniors, ça a été quand même un défi parce que souvent, les personnes qui ont beaucoup d'expérience préfèrent aller dans les plus grosses compagnies qui peuvent leur assurer
une pérennité et un confort, je dirais. Donc, évidemment, dans Sématera, on pouvait leur assurer un certain timeline, mais on est obligé de faire face à la réalité qu'on est une start-up. Puis, à 2 occasions, on a offert des salaires plus compétitifs que les grosses compagnies. Puis, malgré ça, on s'est fait voler des bonnes candidatures. Donc, on a dû complètement revoir notre plan stratégique, notre plan d'exécution, redéfinir les tâches, puis on s'est tourné vers un recrutement de personnes qui avaient un peu moins de seniorité. Puis, alléluia, on a trouvé la perle rare, là, vraiment. Michel est quelqu'un qui est ultra performante, super efficace, qui navigue bien dans l'écosystème de la startup, qui a le bon thinking. Donc, on s'en est bien sortis, puis c'est quelque chose qui nous motive tous parce que Normand fait partie quand même de l'équipe, malgré qu'il n'est plus là, étant donné Fait que c'est comme ça nous a rapproché l'équipe. L'équipe est ressortie plus forte de ce défi-là. Donc, c'est ça. Ça a été difficile, mais on s'en est bien sorti. Ben, je suis contente que c'est bien tourné. Certainement un moment très difficile au point de vue humain aussi. Mounia, je vous ai vu hocher la tête à plusieurs reprises pendant que Véronique parlait. Est-ce que c'est peut-être pas le cas particulier, mais le type de défi que vous voyez quand vous interagissez avec les entrepreneurs? Quels sont les défis qui rapportent les plus souvent? Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est très inspirant d'entendre parler de Véronique là-dessus. C'est le facteur humain, c'est vraiment le facteur le plus important. Ça, faut vraiment pas l'oublier. On a tout plein d'autres défis, hein, c'est sûr. Les data, on a le défi du marché, on a le défi des partenaires, mais une équipe soudée, le facteur humain. Je pense que la première chose que regardent les investisseurs, c'est l'équipe dirigeante. C'est les personnes qui sont autour de la table. Quand cette chimie est là, quand cette passion est là, quand ce dynamisme est là, une bonne partie du travail est faite. Un des gros obstacles en fait qui nous est rapporté et qu'on voit en fait dans notre écosystème, c'est vraiment l'accès au financement. Je pense que c'est un des plus grands défis dans le démarrage et la création de compagnies. On a vraiment la chance, je pense, au Québec d'avoir un gouvernement qui a reconnu les sciences de la vie comme un secteur prioritaire, qui a la volonté de s'impliquer dans ce secteur et qui a vraiment mis en place des programmes pour soutenir les entreprises. On a le programme Impulsion, on a le fonds Eureka récemment, on a au niveau de la stratégie québécoise des sciences de la vie, on a plusieurs initiatives qui ont été mises en place. Donc, c'est très, très positif et avantageux pour les entreprises du Québec. Mais encore trop souvent, il y a des difficultés administratives reliées à ces programmes, les conditions d'application, les délais pour y avoir accès peuvent être longs et souvent ne correspondent pas à la réalité des biotech et à la réalité des startups qui doivent être agiles, rapides et pour rester vraiment compétitive. Le marché n'est plus un marché restreint. On a affaire à un marché international. Donc, il est impératif pour les jeunes startups de trouver le financement pour suivre leurs projets dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Donc, ça, c'est vraiment un des gros défis, un des gros obstacles qu'on voit. Et de temps en temps, c'est parce que l'argent n'est pas accessible au Québec qu'on voit les entreprises se tourner vers Boston, vers les États-Unis pour obtenir l'argent plus rapidement. Donc, je pense que quelque part, il faut essayer de pallier à ce défi. Vous avez volé ma prochaine question parce que justement, vous allez me tourner vers Terrence sur la question de Boston parce que Terrence, vous avez mentionné que vous avez ouvert aussi un bureau à Boston. Comparer l'accès au financement au Québec à Boston ou aux États-Unis ou aux autres marchés, comment est-ce que vous voyez ça? Oui, je pense que Mounia a donné une piste de la réponse. Je pense que un des réflexes naturels pour un entrepreneur, par exemple, du Québec, c'est d'aller voir les sources de financement disponibles sur son territoire, dans le milieu qu'il connaît. Et très vite, puis c'est ce qu'on a fait nous aussi, ça a été la première chose qu'on a explorée. Mais à fur et à mesure qu'on développe l'entreprise et que le réseau des entrepreneurs s'élargit, on fait face à d'autres écosystèmes, puis on comprend la dynamique, puis on comprend à quel point ces autres écosystèmes avancent beaucoup plus rapidement, sont
un stade de maturation peut-être différent, ce qui vient avec des paramètres de financement vraiment différents. Je pense que oui, il y a la rapidité à laquelle les fonds de capital de risque au Canada opèrent et les fonds aux États-Unis opèrent. Puis je pense que c'est principalement une question de compétition. Je pense qu'à San Francisco seulement, il y a environ 2000 fonds. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fonds de capital de risque en train de chercher pour les prochains entrepreneurs dans lesquels ils veulent investir. Et sur le territoire canadien, il y a juste très peu de fonds, ce qui rend peut-être ces fonds-là un peu plus paresseux. Donc, ils prennent leur temps, ils vont demander beaucoup de diligence. Puis la réalité, c'est qu'un entrepreneur qui vient de commencer, qui a une idée, qui a une preuve de concept et qui reçoit des demandes d'un fonds de capital de risque qui veut avoir des projections sur 5 ans, mais genre, l'entrepreneur peut mettre un budget puis un financial model, mais la réalité, c'est que c'est beaucoup trop tôt dans la vie de l'entreprise pour ce qu'il va mettre sur le fichier Excel va être un peu like a shot in the dark. Comme c'est dur à prédire. Il y a ça, puis il y a aussi le niveau d'expertise et les réseaux de ces autres fonds-là qui sont souvent beaucoup plus établis avec des partenaires potentiels. Donc, après la pandémie, je pense que ce qui est une bonne chose, je pense, selon moi, pour les entrepreneurs canadiens et aussi les fonds de capital de risque, c'est qu'il y a comme un wake-up call. C'est beaucoup plus facile de soulever du capital à travers Zoom. Je pense qu'il y a 5 ans, c'était impossible. Les investisseurs voulaient rencontrer les entrepreneurs en personne. Mais notre dernière ronde de financement, on l'a fait entièrement virtuel. Il y a des investisseurs qu'on n'a jamais rencontrés en personne encore qui sont super pertinents et qui nous aident beaucoup dans la réalisation de Valence. Et donc, je pense que les entrepreneurs canadiens réalisent ça et ils vont directement cogner aux portes à côté. Vont aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup plus de capital. Les réseaux de ces fonds-là sont souvent mieux établis dans les industries respectives dans lesquelles ils se concentrent, donc ils peuvent faciliter l'introduction des potentiels clients, partenaires et ainsi de suite. Puis je pense qu'on voit un peu cet impact sur le domaine du capital de risque au Canada et au Québec. Il y a la création de plus de fonds pour créer un peu plus de compétition et je pense que les processus d'investissement s'adaptent aussi. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de catch-up à faire pour être compétitif avec ces autres écosystèmes. Beaucoup de compétition, clairement. Mon Dieu, à San Francisco, c'est le paradis de capital de risque peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est facile encore de décrocher. Avant qu'on passe aux questions, et je vois certaines questions qui sont déjà rentrées, je vous remercie et je rappelle à notre auditoire, si vous avez des questions, mettez-les dans le Q&A pour la période de questions, mais je vais passer à quelque chose d'autre un peu plus concret aussi, mais c'est la façon que vous choisissez, pas seulement où vous démarrez l'entreprise, mais physiquement vos locaux, l'emplacement. Où vous choisissez d'établir votre entreprise physiquement. Le défi que ça représente aussi parfois. Dans le monde virtuel, peut-être c'est plus facile pour certains si vous travaillez, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais David, quand on fait des recherches en labo, comment est-ce que vous avez décidé qu'est-ce qui vous a amené à décider de où vous avez mis vos locaux pour modularité? Il y a deux choses qui nous ont charmés avec le BioHub de Concordia. C'était dans un des quartiers, on va dire, central. C'était bien desservi par le transport en commun. Donc, c'était facile d'intéresser la main-d'œuvre à venir. Je crois que si nous étions établis à Laval, là, ça aurait pu avoir des effets, disons, rébarbatifs pour engager certaines personnes. Donc, si j'ai engagé quelqu'un qui sortait du postdoc, donc c'est quelqu'un qui habitait les quartiers centraux, n'avait pas de voiture,
Donc, demander d'aller travailler en périphérie, et là, je dois prendre en compte que cette personne-là va devoir se procurer une voiture, donc je dois ajuster le salaire en fonction, évidemment. Et aussi, les différents types de locaux, les locaux, disons, ouverts, collaboratifs, comme on offre au BioHub, c'est parfait pour, comme Mounia parlait, d'interagir avec les autres compagnies, de pouvoir apprendre d'eux, savoir comment leurs choses vont. On apprend beaucoup sur les différents programmes, comment les marchés vont. On dit, toi, ta levée de fonds, comment ça va? Ah oui, OK, comment ça a été ces personnes-là? Donc, beaucoup d'informations qui peuvent être échangées. Et évidemment, des locaux que nous, on a eus qui viennent avec de l'équipement fourni. Ça veut dire que quand on va avoir des investisseurs, on leur dit tout l'argent que vous donnez, ça s'en va dans les expériences. On ne va pas aller acheter de l'équipement pour. Donc, pour des compagnies, des jeunes pousses en démarrage, ça a beaucoup de bon sens pour nous et pour les investisseurs de ne pas investir dans le matériel, mais dans les données, dans les expériences. OK. Véronique, selon vous, qu'est-ce qui fait le choix d'emplacement? Est-ce que c'est la main-d'œuvre aussi, comme David a dit, et vous avez parlé aussi que pour attirer cette main-d'œuvre-là, l'emplacement physique est important? Oui, dans notre cas, en fait, on est incubé à même le laboratoire du chercheur principal. Donc, on a un coin du laboratoire où nos employés sont positionnés. On collabore avec l'équipe. C'est super important dans un cas comme celui-là, comme le nôtre, de mettre des frontières, par contre, parce que nous, n'étant pas dans un incubateur, étant plutôt incubé dans un laboratoire académique, il y a des balises importantes qui doivent être mises pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination dans un sens comme dans l'autre. Mais en même temps, c'est motivant parce que justement, les étudiants qui voient évoluer la compagnie, qui sont témoins de différentes activités, de nos réunions, de nos succès, ben, eux, ça les inspire. Donc, déjà, je sais qu'il va y avoir éventuellement une autre compagnie qui va naître dans ce laboratoire-là avec une autre indication, quelque chose de différent. Mais c'est beau quand même de voir ça. Il y a comme une énergie qui est contagieuse là, dans ce sens-là. Mais nous, la raison pour laquelle vraiment on s'est positionné là, c'est un peu comme David l'a dit, quand on démarre une compagnie, l'objectif, c'est de vraiment rapidement pousser les expériences, pas investir dans des équipements, pas investir dans des loyers, dans des locaux. Donc, pour une start-up en biotech en particulier qui a des expériences à faire, c'est un élément crucial, je dirais. C'est vraiment important de pouvoir avoir accès à ça, soit dans un laboratoire académique ou dans un incubateur, selon ce qui est disponible et qui se marie mieux avec la technologie, les circonstances. Parfait. OK, on va passer aux questions qu'on voit ici dans le Q&A. Et le premier, je vais le lancer à Mounia, mais n'importe qui peut aussi répondre après que sa réponse. Question de Renaud Binette. Quel est le meilleur moment pour s'incorporer? Alors, Mounia, quel est le conseil que vous donniez aux entrepreneurs? Quel est le meilleur moment pour eux de s'incorporer? Ah ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse c'est pas une seule réponse, c'est pas un modèle et une seule façon de faire pour toutes les entreprises. Mais je dirais, en fait, par notre expérience, en tout cas chez Admaré, pas trop tôt. Parce que souvent, on a tendance à s'incorporer un petit peu trop tôt. Et ça, c'est de temps en temps la réalité aussi des groupes de transfert technologique, des groupes de commercialisation, en fait, qui accompagnent les technologies dans les universités, qui ont de temps en temps tendance à incorporer un petit peu vite pour aller chercher du financement, en fait, et pour avoir accès à certains programmes. Mais on favorise, en tout cas dans notre cas, quand on prend des projets, quand on fait des partenariats avec les groupes, par exemple académiques, d'incorporer plus tard dans le processus, une fois qu'on a solidifié la technologie, une fois qu'on l'a dérisquée, une fois qu'on a bâti un package, comme on dit, qui est solide et qui puisse en fait être mis de l'avant
face à des investisseurs. Donc, de temps en temps, trop tôt peut nuire, trop tard peut nuire aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver le bon moment, mais je pense qu'on a tendance actuellement à y aller un petit peu trop vite, en fait. Donc, monter d'abord un dossier solide, aller d'abord explorer, en fait, ce qui existe, aller d'abord avoir du feedback avant d'incorporer l'entreprise. Okay. Je voyais des hochements de la tête. Hochement est un mot. Terrence, est-ce que tu es d'accord avec, vous êtes d'accord avec Mia? Oui, non, tout à fait. Je pense que dans notre cas, parce que on était dans une situation peut-être un peu particulière où est-ce qu'on n'avait pas nécessairement à aller chercher de la propriété intellectuelle dans un centre universitaire, on opérait l'entreprise jusqu'à temps qu'on reçoit le premier chèque. Et là, on devait s'incorporer pour pouvoir créer le compte de banque et recevoir le capital. Donc, on a attendu jusqu'à la dernière minute. OK. La prochaine question, c'est pour vous, Terrence et David. Ça vient de Frank Béraud. Il dit, Terrence, David, pourriez-vous parler de l'importance de l'accompagnement d'un mentor lors de ce processus de création et de développement d'un startup de sciences de la vie? David, je commence avec toi. Le mentorship. Ça peut sauver notre vie ou notre santé mentale, le mentorship. D'être bien entouré de personnes d'expérience, ça va enrichir l'expérience d'entrepreneurship, mais aussi en même temps, quand j'ai un mentor et quand les choses ne vont pas bien et quand j'ai des problèmes, évidemment, avec des choses à l'intérieur de la compagnie, et je ne peux pas juste lancer ça. C'est bien d'avoir quelqu'un à qui ventiler et avoir un feedback entrepreneurial encore pour être capable c'est ça, garder une certaine stabilité mentale. Parce que c'est comme on le disait plus tôt, il y a beaucoup de risques. Les risques, ça amène du stress, ça peut amener de l'anxiété. Un mentor va nous aider humainement à passer à travers ça. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est pour les conseils qui vont plus à comment gérer une entreprise et comment voir plus loin, parce que les mentors ont cette expérience-là. Mais je veux dire, encore là, d'un point de vue humain, d'avoir des personnes, parce que moi, je sortais de l'académie, donc je ne connaissais pas beaucoup d'entrepreneurs. Je connaissais des chercheurs seulement, mais d'avoir eu ce contact-là, ça a été très bénéfique. Terrence, pour vous, le mentorship, est-ce que c'était important et signifiant? Oui, non, super important. Puis pour comme David, je pense que tout ce qui est santé mentale, ça allait de l'avant parce que c'est très solitaire des fois. On a la chance de peut-être échanger avec nos cofondateurs sur la réalité, la dureté un peu de l'expérience de bâtir une entreprise, mais ça reste très solitaire et donc c'est des fois très sain d'aller parler à d'autres entrepreneurs qui sont peut-être plus avancés, puis un peu vent avec eux, puis réaliser que dans le fond, même s'ils sont 5 ans en avance, ils vivent les mêmes complexités à des ampleurs différentes. Mais je pense que c'est juste la réalité un peu de ce que c'est de partir en entreprise. Puis notre truc pour aller trouver des mentors avec des réseaux, puis avec de l'expérience, c'était d'aller à travers notre réseau universitaire, puis aller voir des alumni qui sont peut-être rendus aux États-Unis, à Boston ou à San Francisco, et ils sont toujours très, très contents quand il y a quelqu'un de l'Université de Montréal, par exemple, dans mon cas, qui est rendu à San Francisco, qui bâtit une bibliothèque, puis il reçoit un message d'un autre étudiant qui est sur le point de partir son entreprise. Ils sont toujours très ouverts à supporter la prochaine génération. Donc, c'est ce qu'on a fait, puis on s'est entouré d'un paquet de mentors.
Merci beaucoup. Dernière question. On a 2 questions qui restent. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va. Le premier, j'invite, je ne sais pas, Véronique, peut-être, si vous voulez répondre, et sinon, autre, c'est pointu sur le programme Axelis, qui est un non-profit au Québec maintenant qui veut accélérer justement les entreprises. On demande comment voyez-vous le rôle de l'Axelis dans l'écosystème du transfert technologique? En fait, Axelis est né de la fusion d'Univalent des anciennes sociétés de valorisation donc pour avoir un endroit où les universités pouvaient se tourner pour obtenir de l'aide. Avec Sematera, on a eu une belle relation, on a un bon accompagnement d'Axelis. Le rôle pour le futur, comment est-ce qu'ils vont se positionner? Je pense qu'ils sont en train de redéfinir leur mandat. Donc, ils ont hérité d'un passé. Ils doivent apprendre à le retravailler et se redéfinir. Donc, je pense que c'est un beau défi qu'ils ont. La clé est de rester connecté avec l'écosystème, d'établir des liens particuliers avec des groupes incontournables comme Admaré. Je pense que c'est de rester aussi à l'écoute des entrepreneurs. Donc, je pense que c'est une entité indispensable. Comme je l'ai dit, c'est nécessaire qu'il y ait un pont qui soit fait entre les chercheurs universitaires et l'industrie. C'est un peu c'est le mandat qu'Axelis est appelé à jouer. OK. Il nous reste juste une couple de minutes. Une dernière question, on va peut-être terminer là-dessus, c'est le rôle des scientifiques fondateurs. Ce qui est intéressant parfois parce qu'une entreprise, quand on commence une entreprise, on a un fondateur, on demande, Régent Lapointe demande la question, est-ce qu'ils devraient quitter leur fonction académique et comment balancer l'implication? David, je sais que toi, et Terence aussi, je pense que vous avez en même temps géré vos études et aussi les entreprises. Très brièvement, comment voyez-vous cet équilibre? David? Pour le scientifique cofondateur, fondateur, s'il veut prendre des décisions dans la compagnie, s'il veut recevoir les récompenses de la compagnie, il doit prendre le risque de la compagnie. Donc, il doit quitter ses fonctions académiques et se dédier et montrer la passion dont on parlait plus tôt. Il veut avoir une approche qui est plus hands-off, être un chef conseiller, avoir le comité scientifique. Alors là, il peut rester dans ses fonctions académiques, mais il doit prendre des risques s'il veut être le fondateur et en recevoir les récompenses. OK. On a 30 secondes, Terence, terminer là-dessus. Oui, je pense qu'en règle générale, souvent, ils ont tendance à vouloir, parce qu'ils ont développé la technologie, ils veulent aussi avoir une grosse part dans l'entreprise, mais sans nécessairement s'impliquer dans bâtir l'entreprise. Mais je pense que c'est très humain comme réaction, mais la réalité de la chose, c'est que bâtir une entreprise, c'est une autre game, c'est vraiment différent. Puis il y a un paquet de risques, comme David le mentionnait. Donc, s'ils veulent faire le saut, ils peuvent faire le saut, mais s'ils veulent rester dans leur fonction académique, ils devraient prendre une petite part dans l'entreprise puis continuer à conseiller l'entreprise. Il y a des groupes académiques comme le Church Lab à Boston qui est super prolifique dans la création d'entreprises. Puis il prend juste des petites parts dans les entreprises, puis il laisse l'entreprise aller, il continue à les supporter, puis se concentre sur son laboratoire académique. Oui, stay out of the lab. Voilà. OK, merci à tout le monde. Merci tout le monde. Mounia, Terence, David, Véronique, et je passe la parole à Nadia. Merci beaucoup, Tasha. Merci à vous tous. Effectivement, au panel, Mounia, Terence, Véronique et David pour cette discussion super intéressante. Merci beaucoup. Merci également à vous tous d'avoir été des nôtres ce matin. On vous souhaite une excellente journée et on souhaite vous voir très bientôt. Merci beaucoup.